Ça y est, je crois que ça arrive. Bah, tu me dis donc quand on est à l'antenne alors. On y est? Alors bonjour à tous, nous voilà pour notre sixième live en compagnie des entraîneurs pour échanger autour de la balle orange. Pour le coup aujourd'hui nous allons échanger sur les divisions intermédiaires avec Philippe, David, Hervé et Pierre qui se présenteront par la suite. Avant de commencer, je voulais passer un petit message à ma belle maman qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc je lui souhaite un bon anniversaire et puis j'espère qu'on pourra la voir dans pas très longtemps. Euh, donc je me présente, Florent Serafini, gérant de SF Connexion Sport, entraîneur sur le secteur féminin de la CTC Archaglo, coach sur les U13 filles et également assistant N3 l'année passée pour Tain-l'Hermitage et sur les sections départementales. Je vais laisser présenter Philippe. Donc Philippe Agostini, entraîneur actuellement à Menton. Je suis responsable des équipements sportifs sur la ville de Carrosse. Ça, c'est mon métier. Et puis, j'ai entraîné un petit peu toutes les divisions intermédiaires, justement, de la N1, N2, N3, masculine et féminine. Voilà, et également les U15 élites, U18 élites, garçons et filles. Voilà. Étant donné que je suis peut-être le plus vieux, là, je crois que j'ai fait un petit parcours. Hervé. Bonjour, Hervé Coudray. Je suis actuellement entraîneur du club du STB Le Havre en National 1 Garçon. Parallèlement, je suis aussi cadre technique de la Fédération française de basket et je m'occupe plus particulièrement actuellement de la formation des cadres en Normandie. J'ai un parcours dans le basket féminin, en Ligue féminine, Coupe d'Europe, Euroleague avec Valenciennes, Mondeville et Rennes. Et puis je me suis aussi occupé d'équipe nationale, filles en tant qu'assistant et d'équipe de France garçons U19 pour les championnats du monde en Égypte en 2017, il me semble. David. Bonjour, David Morabito, je suis responsable du centre de formation de l'ADA Blois Basket et je travaille aussi avec la fédération. Je suis assistant d'équipe de France féminine depuis quelques années maintenant et récemment sur les U18 filles. Et puis j'ai une toute petite carrière de joueur professionnel à Antibes et Nancy notamment. On termine avec Pierre. Oui, alors Pierre Bonnard, cadre technique au comité de remardage de basket, bien évidemment, et impliqué sur le club de Saint-Vallier depuis une quinzaine d'années. 15 années au cours desquelles j'ai pu être adjoint sur l'équipe première entre la Pro B et la N1, et entraîneur depuis 4 ans maintenant sur les U18. Alors merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sur la droite, pour nos personnes qui nous regardent, sur la droite vous allez voir tous les entraîneurs défiler avec leur pédigré, et puis les affiches de certains camps d'été, espérons qu'on puisse les réaliser malgré le virus, et puis d'autres informations qui défileront petit à petit. Nous reviendrons après le teaser. Kevin, tu peux le lancer. Nickel. Nous revoilà donc en compagnie de nos coachs. Pour la première question que nous allons poser, quel niveau aujourd'hui vous voyez dans les divisions intermédiaires? Philippe, je peux te laisser répondre en premier. Pour moi, la division intermédiaire, c'est ce qui n'est pas pro déjà. Donc on pourrait dire N2, N3, on pourrait aller jusqu'à Prénat. Voilà, des divisions où il y a à la fois des objectifs sérieux et des objectifs élevés avec un niveau intéressant. Et puis, plus on va descendre vers Prénat, où on peut avoir aussi des objectifs
je dirais pas de loisirs, mais de sport, sport santé, sport occupationnel, etc. Donc pour moi, les divisions intermédiaires, c'est ça. David, tu partages cet avis? Oui, je suis assez d'accord. Je mettrais vraiment la N1 en niveau professionnel totalement. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui disent que c'est la troisième meilleure division d'Europe. Euh, et je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que même la N2 sur le très haut tableau, c'est un sacré niveau. D'ailleurs, on voit souvent les équipes qui montent de N3 à N2, c'est souvent très très difficile à supporter. Donc, et puis après, plus on descend, plus peut-être on tombe dans des niveaux où on est plus là pour le plaisir avec les potes et la côté. Pierre, ton Ouais, analyse? ouais, non, c'est tout à fait ça. La N1 est maintenant un championnat professionnel, je suis d'accord avec ça. Et ouais, niveau intermédiaire, c'est les équipes qui vont pas pouvoir s'entraîner de façon quotidienne, qui vont être sur un volume un peu restreint et qui vont malgré tout devoir faire face à des objectifs. Ça, quel que soit le niveau d'ailleurs, on pourrait même avoir des équipes du niveau régional qui peuvent se considérer comme des structures avec des projets, des ambitions, etc. Donc, ça définit assez bien ce dont on va parler aujourd'hui. Hervé? Oui, pour compléter, vous faites référence à National 1. Il y a deux types de clubs en National 1. Il y a ceux qui ont la volonté d'essayer de rejoindre la Ligue nationale de basket, et les autres qui viennent d'arriver de National 2 et qui ne sont pas encore complètement structurés pour aller vers le haut niveau. Ça veut dire que vous avez des équipes qui s'entraînent quotidiennement et d'autres équipes, de moins en moins, je pense, mais qui s'entraînent encore, on va dire, 4 fois dans la semaine. Et donc, c'est encore un petit peu, non plus de la Nationale 2, mais c'est un niveau encore intermédiaire. Donc, pour parler des niveaux intermédiaires, oui, je suis tout à fait de votre avis concernant la Nationale 2, Nationale 3, et puis certaines équipes qui ont la volonté de rejoindre les championnats de France. Ok, merci. Vis-à-vis des entraînements, donc vous êtes en train d'évoquer le cas des entraînements. Aujourd'hui, pour un niveau intermédiaire, quel serait l'idéal? David, Ah ben, ton c'est toujours idéal? pareil. Pour moi, il faut, niveau intermédiaire, on l'a dit, là, on a mis des variations. Donc, si niveau intermédiaire de N1, comme l'a dit Hervé, je pense que c'est du quotidien, il faut considérer comme de la pro approuvée. Donc, c'est du quotidien. Après, de la N2, je dirais minimum, pour moi, ce serait 4 fois. Et aujourd'hui, j'en parlais récemment là, avec un coach de National 2 du sud de la France. Aujourd'hui, quand on propose 4 entraînements par semaine à certains joueurs de N2, ça les emmerde, hein, excusez-moi l'expression. Donc, mais moi, je pense que c'est le minimum. Et puis après, N3, je pense qu'après, c'est suivant les ambitions du club, les ambitions des joueurs. Des mecs qui veulent des ambitions de montée, qui vont s'entraîner 2 fois et demi, 3 fois, je pense que c'est pas cohérent avec ce qui est dit. Donc, il faut que les ambitions et le discours soient cohérents avec les actes. Pierre? Ouais, mais c'est tout à fait ça en fait. Au-delà de la division, c'est quelles sont les ambitions, quel est le projet du club. En effet, il y a peut-être des équipes de N2 qui s'entraînent plus que des équipes de N1 en fonction de leur statut. Je rejoins tout à fait Hervé dans sa lecture qui peut faire de la N1, notamment depuis 2 ans et la réforme, où il y a eu toute une arrivée massive de clubs qui n'étaient pas forcément prêts à faire face à ce niveau d'organisation, à ce niveau de compétition. Maintenant, c'est ça va dépendre des ambitions. Je connais certains clubs de N2 en région lyonnaise qui s'entraînent de façon bi-quotidienne. Après, moi, dans mon esprit, quand on parle de niveau intermédiaire, je suis plus sur des clubs qui vont s'entraîner entre 3 et 4 fois par semaine. Entre Prénat et N3, si déjà tu arrives à sortir 3 entraînements, ça me paraît déjà pas mal. À partir de la N2, c'est à minima 4, je suis assez d'accord avec ça. Philippe? Oui, oui, sur la division intermédiaire, moi, c'est ça, je rejoins un peu Pierre. C'est sur ces créneaux d'entraînement-là, sur 2 entraînements, 3 entraînements, 4 si on a de la chance. Mais aujourd'hui, je connais des clubs de N2 qui sont restés sur ce qu'ils avaient en N3, c'est-à-dire des clubs qui sont montés, ils étaient en N3 avec 3 entraînements, ils restent en N2 avec 3 entraînements. Donc ça reste limité comme solution de travail. Sur de la N3, on rencontre beaucoup de clubs qui sont uniquement avec 2 entraînements, donc c'est plus que limité. Maintenant, ça a tendance à changer, à évoluer. Je trouve que le niveau, alors là, je vais parler pour la poule A parce que je connais pas trop les autres poules, mais la poule A, on a une poule assez élevée où on a pas mal d'équipes de centres de formation avec des gamins qui s'entraînent bi-quotidiennement, quoi. Donc, puis alors c'est physique, c'est haut.
Ça pousse un peu tout le monde dans les retranchements et le club qui s'entraîne que 2 fois par semaine contre ces jeunes-là, c'est de la souffrance, hein. C'est une grosse souffrance. Donc il y a vraiment une hétérogénéité. Comme disait Hervé, ça dépend aussi de ce que veulent les dirigeants, de ce que veut le club, quoi, hein. Si on veut jouer la montée, c'est pas avec 2 entraînements que tu pourras jouer la montée, ça c'est clair. Ok, merci Philippe. Hervé? Non, compléter, ça irait dans le même sens. Et lorsqu'on parle du projet du club, c'est aussi le projet de chaque joueur, hein. Même s'il n'y a que 3-4 entraînements, si vous avez 1 ou 2 joueurs qui ont un projet plus élevé, rien ne les empêche de compléter l'organisation d'entraînement avec du travail individuel, en travail de renforcement musculaire ou du travail de shoot, quand les disponibilités de salles sont possibles, quoi, en fait. Et en fait, c'est à travers des joueurs qui ont peut-être un projet plus élevé que la moyenne de l'équipe que vous faites en sorte de tirer l'équipe aussi vers le haut, parce que ces joueurs-là vont peut-être progresser un peu plus vite que le reste ou tireront tout l'effectif vers le haut. D'accord, nickel. Nous avons le bonjour de Didier Clément. Bonjour à toi Didier, merci de nous suivre. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, pour la question suivante, quelle priorité? Donc, partons du principe que nous sommes en National 3 masculine, par exemple, et que nous avons 2 entraînements semaine, pas d'assistant coach, et une durée d'entraînement égale à 1h30. Quelle priorité cibleriez-vous en premier? Pierre? Alors, je vais être vague, mais c'est un bon moyen d'ouvrir un petit peu la discussion. En gros, moi, j'essaie toujours de poursuivre 2 objectifs. Le développement du joueur, quel que soit le niveau, quel que soit le moment de sa carrière, quel que soit le moment de la saison, ne pas perdre ça à l'esprit, et puis le développement de l'équipe. Donc après, en fonction du moment de la saison, je vais équilibrer ça un peu de façon différente. C'est-à-dire que sur un début de saison, sur une prépa, je vais plutôt axer moi sur le côté des mises en place du collectif, préparer mon équipe à pouvoir jouer assez rapidement de façon collective. Et puis une fois qu'on aura lancé la saison, que l'équipe sera en place, le ratio va s'inverser un petit peu pour laisser place au développement du joueur. Donc quand je mets le développement du joueur, donc à chaque fois on est sur des ratios de 60-40, 60%, 40%, plutôt d'un côté, plutôt de l'autre. Il y a des moments où ça va s'équilibrer, etc. Et quand je parle de développement du joueur, on va parler de tout ce qui va être développement ou entretien de la condition physique, travail de l'adresse et puis travail des fondamentaux, que ce soit des fondamentaux individuels ou des fondamentaux collectifs. D'accord, Philippe? Ouais, t'es rentré dans le vif du sujet là et dans la grosse problématique parce que 2 entraînements en N3, c'est ce que je vis tous les jours. C'est comme je disais la dernière fois à l'autre visio que tu avais fait, c'est un problème de choix. On est obligé de faire des impôts et elles peuvent coûter cher, quoi. Maintenant, c'est être capable de planifier la saison. Donc, moi, la saison, je vais faire un travail surtout, un gros travail sur des séances biquotidiennes en période de parce que j'ai tout le monde et que j'ai des entraînements tous les jours et on part en stage et tout. Donc, je peux m'attarder sur l'individu, je peux m'attarder sur la construction de notre attaque, de notre défense, etc. Je vais travailler pendant 1 mois et demi, 2 mois avec beaucoup de temps. Et après, dans la saison, j'ai pratiquement plus rien. Donc, c'est très difficile de revenir sur du travail individuel dans la saison. J'en refais une petite touche peut-être pendant les vacances de Noël. Mais c'est hélas ce qui en pâtit le plus, quoi, sur 2 entraînements. La priorité reste hélas faire fonctionner le groupe. Un groupe avec des joueurs qui ont tous des motivations différentes. Je pense que c'est la particularité de ces divisions-là, c'est que chaque joueur a une motivation différente. Et pour que l'entraîneur puisse y répondre à chaque fois, c'est pas évident. Certains n'ont pas besoin de l'entraîneur, d'autres en ont besoin. Et c'est jouer avec ces motivations de tout le monde et ne pas avoir le temps de travailler sur l'individu, c'est pas quelque chose de facile. Hervé? Non, moi, entraîner 2 fois par semaine, c'est bien loin. Ça m'est arrivé à une époque. Et là, j'avoue que je serais plutôt dans l'embarras.
Et d'une saison, enfin sur l'ensemble de la saison, je pense que je donnerais une priorité, alors évidemment sur la remise en forme sur le tout début de la saison, mais plutôt sur la mise en place collective offensive au départ, qui demande le plus de temps, et progressivement y ajouter le fond de jeu défensif. Mais à 2 séances par semaine, la priorité, elle est surtout de le faire à travers le jeu, pour que à chaque séance, il y ait un peu d'attaque et de défense. Et ce qui me semble le plus important, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est la cohésion de groupe, d'équipe. Lorsque vous entraînez 2 fois par semaine, les équipes qui s'en sortent le mieux, c'est celles où il y a une alchimie ou une cohésion de groupe qui est la plus intéressante. David? Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, le tableau là de 2 entraînements par semaine et tout, ça fait penser un peu à une équipe de potes où tout le monde travaille toute la journée et on a besoin de s'aérer la tête le soir quand on vient à l'entraînement. Il n'y a pas forcément de volonté d'aller plus haut ou quoi, ou alors s'il y a une volonté, il y a peut-être de l'incapacité par rapport aux infrastructures, voilà, au temps d'entraînement. Donc je pense que c'est plus voilà, se retrouver, passer un bon moment, passer les bonnes saisons ensemble, les relations humaines. Voilà, c'est par rapport au quotidien de 2 mecs qui vont peut-être bosser, je sais pas où, je sais pas combien de temps, mais qui vont se retrouver. Je suis pas sûr que le développement individuel soit pertinent dans ces cas-là, sauf si à l'intérieur il y a 2-3 jeunes, comme disait Hervé tout à l'heure, qui eux sont les jeunes du club et ont envie d'aller plus loin. Ben eux peut-être qu'on peut aménager quelque chose en plus avec eux. Mais je pense quand on s'entraîne 2 fois par semaine, c'est du collectif et c'est passer du bon moment ensemble, ça aérer la tête par rapport au boulot et vivre des moments sympas. Ok, merci. Christophe Denis nous salue et vous salue. Donc bonjour Christophe. Salut Christophe. Et nous avons une question d'Antoine, donc qui nous dit bonjour, compliqué de faire tout sur un entraînement. Donc je pense qu'on vient de te répondre Antoine à peu près. Si un des coachs veut réagir par rapport à ça pour compléter, pardon. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Tout mettre sur 2 séances, c'est comment dire, il faut essayer de rendre la séance la plus complète possible et éviter le plus de temps mort. Je sais que moi, je vais travailler énormément sur l'intensité. Si j'ai pas d'intensité, je perds un entraînement en quelque sorte. Donc l'intensité, c'est la première chose. Il faut que je puisse caser dans chacun de mes entraînements de l'adresse, de la prépa physique, le collectif offensif, le collectif défensif. Voilà, bon, généralement, moi le mardi, on s'entraîne le mardi, le jeudi. Moi le mardi, on fait pas spécialement de jeu, on travaille surtout sur du jeu réduit, sur du 1 contre 1, 2 contre 2. Je cherche le travail physique sur des duels, etc. On termine un peu avec de 5-5 justement pour pouvoir libérer un peu les gars parce que il faut aussi qu'ils puissent s'aérer la tête et rentrer dans ce que disait David, la bande de potes qui a envie aussi de terminer sa journée de travail aussi en se faisant plaisir. Et moi, après le jeudi, on est surtout sur du jeu, sur du collectif, où on affine les systèmes et où éventuellement on travaille sur l'adversaire. Voilà, donc maintenant, ça aussi, travailler sur l'adversaire, quand on a 2 entraînements, je me pose souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux se perfectionner nous et perfectionner notre jeu et être imbattable sur notre jeu, ou être à chaque fois essayer de s'adapter à l'adversaire? S'adapter à l'adversaire, ça demande plus de 2 entraînements, quoi. Merci Philippe. Quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à cette question? Ok, nous avons donc Christophe qui est d'accord avec David. Alchimie et cohésion d'équipe vient du plaisir pris par tous sur 3 heures d'entraînement, donc il est d'accord avec toi. Nous avons une question également de Johan. Plutôt du jeu ou de l'analyse en début de saison quand on a 2 entraînements semaine? Pierre? L'analyse, je ne sais pas ce qu'il entend par analyse. Sur le début de saison, l'idée c'était vraiment de mettre en place le collectif. Donc il y a besoin pas forcément d'être précis. Je pense qu'il y a besoin d'avoir du volume. Je pense qu'il y a besoin d'avoir du jeu, qu'il y a besoin de trouver l'intensité pour justement être dans une remise en forme. Quelqu'un le disait tout à l'heure. Il y a besoin d'avoir du volume pour répéter les séquences de manière à ce que le collectif se mette en place. Le côté analyse et précision et souci du détail, sur ces divisions-là, à mon avis, c'est compliqué. Les mecs qui reviennent de vacances, tu cumules tes situations basket avec des situations de prépa physique et compagnie, c'est pas forcément sur ces situations-là où tu as le plus de lucidité, le plus de capacité à obtenir le plus de rigueur dans les contenus. Et je pense que le fait d'avancer dans la saison, de répéter le nombre d'entraînements te permettra d'acquérir
cette précision. Là, dans un premier temps, tu vas d'abord être dans une recherche de volume et de balayer malgré tout plusieurs types d'options. Est-ce que l'équipe adverse va te proposer une défense de zone, une défense homme à homme, quel type de défense sur écran porteur, etc. Tu es obligé un petit peu de t'armer, de préparer ton arsenal pour être capable de répondre aux problématiques qui vont être proposées sur la reprise, quoi. D'accord, par rapport à ce que tu disais, Pierre, Johan a répondu analytique pour décortiquer le collectif. Ouais, donc non, pas décortiquer. Moi, c'est plutôt mettre en place les grandes lignes, les intentions, quelques enchaînements de manière à avoir des repères et être capable de jouer collectivement. Et l'analytique, ça sera, pour moi, on est dans le perfectionnement. Enfin, je le comprends comme ça en tout cas. Et pour moi, le temps du perfectionnement n'est pas forcément sur le temps de la préparation, quoi. Ok, Hervé? Non, l'une des dimensions qui est importante à partir du moment où on s'entraîne peu, c'est d'avoir des bases de jeu communes. Alors, je partage les idées de pré-collectif. Même si vous décidez dans la saison ou au début de la saison de mettre des set play, enfin des systèmes en place, moins vous aurez d'entraînement, plus il faudra restreindre le nombre de systèmes et plus la différence se fera sur la capacité des joueurs à enchaîner les actions. Si jamais il y a une passe qui est coupée, comment on est capable d'enchaîner dans un système et de là arrive comment on est capable de jouer lorsqu'on met la balle intérieure, comment on est capable de jouer s'il y a un joueur qui pénètre en dribble, quand on se retrouve à l'opposé du ballon, quand on se retrouve côté ballon, de manière à faire en sorte qu'il y ait des principes de jeu à 2, à 3 qui soient immuables, quels que soient les systèmes. À partir du moment où il y a un joueur qui fait ça, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on ait des repères communs en fait. Et c'est la même chose entre extérieurs qu'entre les intérieurs et des règles communes entre intérieur et extérieur. Et à partir de là, vous avez un jeu qui peut être peut-être un peu plus, je ne vais pas dire libre, mais un jeu de règles type passing game et qui fait en sorte que le peu d'entraînement, en fait, vous rentrez tout de suite dans votre collectif parce que ces règles-là, elles pourraient très bien passer du U18 à l'équipe de Prénat ou de la National 3. Ça pourrait être un projet commun au club. Merci Hervé. David, tu veux y ajouter quelque chose? Non, moi je rejoins totalement ça, l'idée des principes offensifs qu'on va retrouver en fait au final sur toutes les situations, qu'elles soient à l'intérieur du système de jeu ou aussi sur du jeu plus libre. L'idée de poser un cadre et que les joueurs à l'intérieur de ce cadre puissent s'approprier les choses. Et du coup, ça va permettre d'avoir des petites situations de jeu à 2, de jeu à 3, de l'interposte, de l'intraposte, et après peut-être une ou deux situations un peu plus fermées pour de temps en temps reprendre un peu le contrôle quand ça part dans tous les sens. Mais ouais, mettre un cadre avec qui va développer aussi une lecture et une intelligence de jeu chez les joueurs et qui va leur permettre aussi de nouer des relations entre eux. Je trouve que c'est une formule qui moi me plaît personnellement. Philippe, tu veux y ajouter quelque chose? Non, bah, je me suis déjà plus ou moins exprimé là-dessus. Non, je rejoins mes camarades. Parfait. Nous avons un message de Didier qui nous dit l'éternelle problématique du coach, faire des choix. C'est ça. Je pense qu'on ira tous dans ce sens-là. On peut conclure là-dessus. Ça y est, c'est bon Didier, tu viens de finir le live, je te remercie. Donc Antoine également donc vous remercie de votre réponse. Et puis Johan, donc du coup j'espère qu'on a pu te répondre et apporter un petit peu de matière à ta question. La question suivante va être portée sur l'échauffement, sur vos groupes actuels. L'échauffement, donc libre, maîtrisé, ludique ou très carré. David? Ça peut, je pense pas qu'il y ait une formule, ça peut varier. Alors moi je m'entraîne 2 fois par jour, donc si je parle avoir des échauffements. Voilà, vu que je vais avec les pros aussi, on va dire que moi je peux avoir 3 ou 4 séances par jour, donc forcément les échauffements ils peuvent varier. Il y a de tout, il y a des séances où c'est ludique, il y a des séances où c'est pris en main par le préparateur physique, il y a des séances où ça va être donc du coup développé plutôt aspect physique, il y a des séances où ça va être sur peut-être du 3 contre 0, il y a même des séances où des fois c'est sur du 5 contre 0 l'échauffement. Je pense qu'il n'y a pas une formule arrêtée qu'il faut garder non-stop parce que c'est bien aussi d'avoir de la nouveauté et de proposer des choses différentes aux joueurs. Donc je pense qu'on peut avoir de tout. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui dit que c'est bloqué comme ça. Il faut, je pense, même avoir un peu de tout. Hervé? Non, le plus important, c'est de pas tomber dans la routine.
et je pense en particulier à des équipes qui s'entraînent 2 ou 3 fois par semaine, c'est encore pire d'arriver à l'entraînement et on sait déjà ce qu'on va faire. Quand vous entraînez 2 fois par jour, c'est encore pire parce que vous savez que le lundi vous allez faire ça. Quand je dis à l'échauffement, mais c'est y compris dans l'entraînement. Donc la logique, c'est justement d'essayer de surprendre les joueurs, de tout le temps être capable de les surprendre. Et nous, ça nous arrivait fréquemment que de temps en temps, il y avait une séquence d'échauffement qui était très très ludique. J'avais un assistant catalan l'année dernière avec moi et les Espagnols ou les Catalans, parce qu'ils n'aiment pas qu'on le dise espagnol, travaillent beaucoup autour du jeu. Ils sont capables de faire des jeux sans ballon, de faire des jeux avec 2 ballons, avec des passeurs à l'extérieur du terrain, mais c'est du 3 contre 3, tout terrain, avec des passeurs à l'extérieur du terrain, avec des passeurs sur le terrain, et ce qui fait en fait quelque chose qui est très varié et très ludique. Et ça rompt la monotonie de venir s'entraîner 2 fois par jour. Et je pense que c'est important de le faire, y compris quand on s'entraîne que 2 ou 3 fois dans la semaine, pour rentrer très vite dans le jeu, parce que on sait que si on fait quelque chose sans ballon, de manière, je veux dire, type athlétique, quelque part, on perd un petit peu de temps par rapport aux 2 fois 1h30 de séance qu'on a dans la semaine. Philippe? Oui, j'essaye plutôt de, outre de varier, c'est vrai que on essaye toujours de prendre la température du groupe quand on arrive à l'entraînement, qu'on a des joueurs qui sortent d'une journée de travail. On est toujours un petit peu dans l'inconnu sur ce que va donner la séance qu'on a préparée ou pas. Et l'échauffement, généralement, sert de test. C'est la température du groupe qu'on prend donc à ce moment-là. Souvent, c'est à l'échauffement que je sais si je vais changer la séance que j'ai prévue ou si, au contraire, je me dis non, c'est bon, ça va être une bonne séance. Mais il m'arrive très souvent de me retourner vers mes dirigeants et de leur dire ouf, ça va être dur aujourd'hui. Il faut sortir les rames, quoi. Et bon, généralement, c'est là-dessus qu'on essaye de sortir des exercices plutôt ludiques pour essayer de rattraper le groupe pour pouvoir avoir une bonne séance derrière. Mais en tout cas, l'échauffement annonce la séance, donc il a une importance et notamment dans la montée de l'intensité, en tout cas. Pierre? Mais je rejoins ce que disait Hervé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas on n'a pas de temps à perdre quand on n'entraîne que 2 ou 3 fois par semaine et le temps d'échauffement est forcément un temps qu'on doit mettre à profit pour travailler certains aspects. C'est improbable d'imaginer, enfin pour moi, sur une séance d'1h30, 2 heures, d'imaginer perdre 15 ou 20 minutes en laissant une totale liberté aux joueurs. Si en plus on a la capacité de travailler différents aspects, on parlait de monter en régime, ça peut être un travail de prépa physique, mais de monter en concentration. Et pour revenir sur un point qui a été abordé aussi tout à l'heure, le côté diversité des situations me paraît hyper intéressant. C'est-à-dire que ça peut être à la fois des situations très très techniques, des situations directement dans le collectif par du 5 contre 0 en navette qui va nous permettre de courir, et puis des situations totalement ludiques et qui sortent totalement du cadre. Nous, on avait un préparateur physique il y a quelques années qui faisait faire du foot de temps en temps. Alors le truc classique, mais il y avait tout un tas de thèmes derrière le foot avec une seule touche de balle obligatoire, etc. Ce qui mettait les joueurs en mouvement, ce qui obligeait à être sur un travail l'air de rien, travail pour le futur collectif qui était déjà pertinent. Donc c'est un temps qui est important, qui fait partie prenante de l'entraînement et qu'on doit mettre à profit évidemment. Ok, merci. Alors, Antoine nous pose une question. Est-il dangereux pour les joueurs ou joueuses de s'échauffer par un jeu? Hervé? La question, ça a coupé, moi j'ai pas entendu la question. Pardon. Est-il dangereux pour les joueurs ou joueuses de s'échauffer par un jeu? Non, ça dépend de ce qu'on met au départ. Vous voyez, moi ça m'arrive par exemple de commencer par de la passe à 10. Ça dépend de si vous faites de la passe à 10 sur tout le terrain, vous allez avoir des longues courses, des sprints qui vont être importants. Alors que si vous réduisez l'espace, par exemple, ça va être juste sur des petits déplacements et progressivement, vous allez augmenter l'espace. Quand vous allez enchaîner, vous pourriez très bien commencer sur du 3 contre 3 sans dribble. Si vous le faites sur demi-terrain, il y a peu de risques de blessure. Après, il faut peut-être pas commencer tout de suite sur de l'opposition, mais ou alors contrôler l'intensité. Je suis pas fan de commencer tout de suite avec opposition.
Mais quand on fait du foot en échauffement, par exemple, il y a quand même quelque part un peu de position, sauf qu'on sait que les basketteurs sont pas très doués avec leurs pieds et on prend pas trop de risques non plus, quoi. Ok, merci. David, Philippe, Pierre, avez-vous quelque chose à ajouter à cette réponse d'Hervé? Je pense qu'il est important, c'est l'intensité en fait, c'est ça. Il faut pas démarrer avec une intensité maximale. Après le contenu, au final, peu importe, mais l'intensité, elle peut pas être maximale d'entrée. Ok. Didier nous pose une question. Quelle importance accordez-vous au tir dans ces conditions minimales d'entraînement? Pierre? C'est un fil rouge, quoi. Il doit être présent, il doit transparaître tout au long de la séance. Que ce soit le temps d'échauffement peut justement être un temps qui permet un travail technique. Le temps du pré-collectif peut aussi permettre de mieux préparer le tir et donc de permettre aux joueurs d'identifier quelles sont les situations de tir qu'on va valider ou pas. Et puis dans la façon dont on va gérer la séance en termes d'intensité avec des temps un peu plus calmes, hein, des temps un peu plus forts, il y a la possibilité d'intégrer des situations de tir tout au long. Donc je pense que de toute façon le tir fait partie intégrale et c'est une majeure partie de notre sport. Donc forcément on est obligé de l'avoir en filigrane tout au long de la séance. Philippe? Oui, deux manières de travailler le tir quand on n'a que 2 séances. Alors d'abord, on en fait beaucoup en pré-saison quand on se voit souvent. Mais ensuite, les semaines où il n'y a pas de match. Donc les semaines où il n'y a pas de match, on peut faire des séances d'adresse, on peut travailler l'adresse par poste, etc. Mais sinon, avec le match samedi, sur les 2 séances, en fin de compte, pour moi, l'adresse, comme disait Pierre, c'est le fil rouge dans le sens où à chaque fois qu'on a... Le but du jeu, c'est de pas avoir d'arrêt avant l'entraînement, c'est-à-dire pendant l'entraînement. Donc, à chaque fois qu'on a terminé un exercice ou avant d'en démarrer un autre, quoi, il y a obligatoirement un petit peu d'adresse, quoi. Je vais pas les envoyer boire sans qu'ils aient pas mis leur 100 points par couple ou des trucs comme ça. Mais je suis obligé. On est obligé dans 2 entraînements par semaine, on est obligé de mettre de l'adresse tout le temps. Sur le moindre petit espace-temps qu'on peut avoir dans la séance, je place toujours de l'adresse là-dessus. Donc Philippe, tu as un message d'Anthony Christophe. Le divin chauve de Menton avec des smileys plein de cœur dans les yeux. Je t'adore, Anto. David, toi qui étais un grand tireur, qu'est-ce que tu apporterais du coup à cette question de Didier? Tout dépend du volume d'entraînement par semaine. Quand on se rapproche des niveaux pro sur notre formation, qu'on a beaucoup d'entraînement, nous on a des séances spécifiques, il n'y a que ça. Et je pense que quand on a 2 entraînements par semaine, tout à l'heure on parlait d'échauffement, peut-être que l'entraînement le plus proche de match, si tu es veille de match et que tu reçois chez toi le samedi, peut-être un échauffement par exemple tir, ça peut peut-être être une bonne idée, ça met les joueurs un petit peu dans leur repère par rapport au match le lendemain et ça peut leur permettre de rentrer un peu dans leur bulle, leur concentration. Et après aussi, j'aime bien l'idée quand tu fais des petites phases de 5-5, peut-être les entrecouper de petits temps de tir à chaque fois pour récupérer un peu, aller boire, repartir. Même si je pense que il faut pas non plus utiliser le tir comme récupération, il faut tirer dans une bonne intensité, dans un bon rythme pour calquer ce qu'ils vont retrouver le samedi en match, quoi. Hervé, tu veux compléter cette réponse? Enfin, ces réponses? Je crois qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord une forme de jeu qui permet d'avoir plus de tirs aux joueurs. Quand vous jouez 5-5, vous pouvez faire une reprise de 8 minutes et vous pouvez avoir 3 joueurs sur les 10 qui n'ont pas tiré une fois sur la reprise de 8 minutes. Ça peut être le cas. Donc c'est pour ça que la logique de faire du 3-3, faire du 2 contre 2, fait en sorte que les joueurs, enfin j'aurais tendance à dire 3-3, 4-4, fait en sorte que les joueurs touchent plus souvent la balle et les séquences de jeu sont plus courtes et fait en sorte que les gens ont plus tendance à avoir des possibilités de tir. Et ça, quelque part, le fait de prendre des tirs avec opposition renforce un petit peu l'adresse. Le deuxième temps, c'est notre capacité à bien timer nos séances et de prévoir justement des séquences de tir et pas simplement en récupération, comme le disait David, je crois, tout à l'heure, David, oui. pour faire en sorte que justement les tirs soient pris à haute intensité et soient pris dans des ranges de tir ou après des déplacements de tir, après des déplacements
qui retrouvent quelque chose qu'on retrouve en match, quoi. Par exemple, un intérieur qui se présente dos au panier avec sa capacité à pivoter, tirer, celui qui va être capable de sortir à 3 points et partir en dribble ou sortir d'un écran et prendre le tir. Voilà, il faut arriver à faire en sorte que nos situations de shoot se rapprochent le plus possible de ce qu'on peut retrouver en match aussi, et pas simplement vous prenez un ballon pour deux, vous faites des tirs en récupération, c'est pas que ça. Merci. Nous avons une question de Christophe. Donc, jusqu'où porter notre exigence liée à la maîtrise des fondamentaux individuels et surtout collectifs auprès de nos joueurs sur ces catégories intermédiaires? Imposer un cadre voulu par le coach en opposition avec la liberté demandée par les joueurs. Pierre? C'est une question ou un article? J'ai pas compris. C'est une question. Ok, merci Christophe. Là, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse dans le sens où ça va dépendre de ton groupe, ça va dépendre de la relation et du management que tu as avec eux. Moi, il m'est arrivé d'avoir certains groupes qui avaient besoin d'un certain degré d'autonomie et c'était pas forcément dans une. Voilà, je suis un peu. La question, c'est sur la rigueur technique, c'est ça? La question, elle est sur où porter notre exigence liée à la maîtrise des fondamentaux individuels et surtout collectifs auprès des joueurs sur ces catégories intermédiaires. Mais regarde, je vais parler de David Denave. David Denave qui est passé par Saint-Vallier, qui a été longtemps en N3 à Sorbier, qui est passé en N1 Saint-Flamand, qui a fini All-Star en proie. C'est un joueur, si tu l'avais mis dans un carcan, si tu l'avais mis dans un registre hyper structuré, hyper rigide, est-ce que il serait devenu le joueur qu'il est aujourd'hui, quoi. Je pense qu'en fonction du profil de ton équipe, en fonction de ta philosophie, tu vas laisser plus ou moins de liberté. Il y a eu une intervention il n'y a pas longtemps de Guillaume Wiesel, le coach de Vichy, sur justement sa volonté de jouer up tempo, de jouer avec une grosse prise de risque, etc. Ben, là, tu es plus sur un accompagnement finalement que sur la définition d'un cadre trop rigide. Je crois que sur ces niveaux-là dont on parle, c'est compliqué d'avoir un niveau d'exigence extrême. Je pense qu'il y a ce côté plaisir, il y a ce côté fun, il y a ce côté joueur d'un niveau intermédiaire aussi, qui est peut-être pas en capacité de maîtriser absolument tous les gestes techniques nécessaires à la pratique du basket au haut niveau. Et donc, tu es forcément obligé d'avoir une certaine forme je sais pas comment, de bienveillance, en tout cas, hein, de bienveillance et d'accompagnement dans tout ça, quoi. David, tu veux apporter quelque chose à cette question? Bon, je suis assez d'accord, ça va dépendre un peu des groupes et des joueurs, et puis après une cohérence dans le coaching. Je pense qu'il y a des endroits où il faut avoir une autre exigence et d'autres où il faut savoir un peu avoir de lâcher prise. On parlait là du jeu up tempo, tu peux pas demander du jeu up tempo et dire bon, je veux 0 balle perdue par contre. C'est pas cohérent, et gueuler dès la première balle perdue, la tentative de passe longue. Donc je pense que tout est une question d'équilibre en fait. Voilà, c'est trouver l'équilibre entre ce que souhaite le coach, ce que souhaitent les joueurs. C'est une espèce de rencontre. Et à un moment donné dans cette rencontre-là, c'est de mettre un cadre et que tout le monde se l'approprie. Et puis à un moment donné aussi dire, ben là, il n'y a pas de négociation possible. Par exemple, la défense, l'intensité, tout ça, il n'y a pas de négociation possible. Et en attaque, sur certaines situations, par exemple, bon, ok, là, c'est pour vous, c'est plus pour vous, les joueurs. Philippe? Oui, je pense que, comme disent mes collègues, ça dépend du groupe que tu as en main. Sur ces divisions-là, c'est souvent très variable entre les motivations des uns des autres, leur vécu basket, leur bagage basket, leur âge aussi, leur expérience. Je crois il y a besoin à certains moments de liberté, et à d'autres moments dire stop, c'est là que votre liberté s'arrête, parce que au bout d'un moment, si tous les joueurs ne sont pas sur la même longueur d'onde, c'est au coach de pouvoir les mettre sur la longueur d'onde qui peut faire fonctionner le groupe, parce que sinon ça peut partir à volo. Donc il peut y avoir des moments de liberté, mais vite une reprise de cadre derrière, dans le sens où on est obligé de travailler ensemble, et voilà, les différences des uns et des autres font que surtout avec 2 entraînements, ce sera difficile de pouvoir fonctionner autrement. Hervé? Non, je partage un petit peu tout le monde. Je crois que de toute façon, le meilleur entraîneur à ce niveau-là, c'est celui qui est capable de tirer, mais même à haut niveau, qui est capable de tirer le meilleur de chacun de ses joueurs, et surtout pas de se braquer avec des joueurs, et en particulier des joueurs importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
même s'il est passé par le haut niveau, son niveau d'exigence, il doit sans doute être moindre. Et par contre, il doit être au service de son groupe et de le tirer vers le haut. Alors, il y aura eu des habitudes qui ont été prises avant lui avec les différents joueurs, avec les groupes. L'objectif, ce sera de le tirer vers le haut, à savoir d'être capable de le faire progresser et de le faire progresser individuellement et collectivement. Et c'est là qu'il mettra en place l'exigence supplémentaire et ça se fera peut-être progressivement et peut-être dans l'année, en fonction des résultats, quand il sent bien son groupe et qu'il voit qu'il se rapproche d'un objectif, eh ben, il élèvera encore peut-être son niveau d'exigence pour essayer d'être champion de France de National 3 ou champion de France, enfin, ou champion de pré-national, peu importe. Et à travers ça, eh bien, l'année suivante, il repartira avec un niveau d'exigence supplémentaire, quoi, en fait. D'accord. Parlons maintenant de la gestion des groupes. Avez-vous une hiérarchie établie dans vos groupes? Avez-vous des leaders qui émergent? Comment gérez-vous vos leaders? Tu parlais justement de joueurs importants tout à l'heure, coach. Comment est-ce que vous les gérez par rapport au reste du groupe? En termes de temps de jeu, en termes de relations avec Pierre? Alors, moi, je suis sur les jeunes, donc l'idée, c'est et puis dans un centre de formation, donc avec des gamins qui des fois quittent papa-maman, quittent leur région pour venir chez nous. Donc l'idée, c'est d'avoir un projet quand même relativement clair et carré. Donc la gestion du groupe je l'intègre là-dedans, puisque l'idée, c'est que il y ait des statuts, ce qui permet à chacun de savoir dans quoi il s'engage et quel est son rôle et quelle est sa place dans l'équipe. Donc je suis j'utilise assez ce côté statut pour ces raisons-là, voilà, de manière à ce que, encore une fois, quand une famille me fait confiance, quand un gamin vient dans ma structure, il sait à quoi s'en tenir. Ça permet aussi d'avoir comment dire, le fait d'avoir un statut et que chacun comprenne bien son rôle, qu'il comprenne bien sa place, permet à chacun comment dire, de se sentir valorisé. S'il y a un moment, chacun veut tout faire ou chacun veut être celui qui sera sur la tête d'affiche, celui qui va mettre les points, etc., c'est compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de définir les rôles, que chacun comprenne quel est son rôle, que chacun comprenne le rôle de l'autre et l'importance que peut avoir l'autre. Et par contre, que chacun comprenne qu'il y a un moment, bah ouais, je suis le backup quand je dois venir jouer 15 minutes sur le terrain, je suis là pour faire telle et telle action et pas forcément faire ce que si je prends l'équipe de N1 par exemple, je suis le jeune joueur qui sort d'espoir, on va pas attendre de moi que je fasse exactement la même chose que le meneur américain, quoi. Je suis là pour apporter autre chose, pour le faire souffler, moi j'essaye d'avoir un vrai briefing vis-à-vis de mes joueurs de manière à ce qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire et que tout le monde connaisse le rôle de chacun dans l'équipe. David, toi qui es la double casquette justement, côté jeune sur le centre de formation et l'équipe de France, comment toi est-ce que tu gères ça? Alors, c'est pas tout à fait pareil parce qu'en équipe de France, il faut des rôles et des statuts précis parce que ça va être une compétition. Les statuts, les rôles, sur une saison dans un club, ils peuvent évoluer. Il y a des joueurs qui peuvent, sur une compétition internationale de 10 jours, souvent les statuts, ils sont un peu définis au départ. Il n'y a pas c'est rare que la deuxième, troisième meneuse, elle mange la première meneuse dans 3 matchs de poule et un quart, un demi, une finale. Donc, c'est vrai que c'est différent. Après, moi, je suis d'accord avec cette idée de rôle. Il faut que les joueurs et les joueuses comprennent leur rôle. Et je pense qu'il faut surtout que les entraîneurs mettent en avant, valorisent ces rôles-là. Parce qu'il y a des rôles, des fois, t'es un peu le défenseur, le travailleur de l'ombre et tout. Et je pense qu'il faut valoriser ces rôles-là parce que quand on fait un recrutement en pro, et Hervé nous en parlera mieux que nous, tu prends pas 10 scoreurs. Pourtant, les jeunes, ils veulent tous être scoreurs. Et si c'est pas des scoreurs, ils trouvent ça péjoratif. Mais sauf qu'un coach, il a 10 scoreurs, il s'arrache les cheveux, c'est difficile de gagner des matchs et je suis pas sûr qu'il recrute ça. Et c'est pour ça qu'on a des joueurs, le meilleur exemple, c'est quelqu'un comme Flo Pietrus. On fait des carrières exceptionnelles, gagner des sommes exceptionnelles parce qu'il a accepté son rôle a été valorisé par ses coachs, ses coéquipiers et il s'est senti bien là-dedans. Donc je pense qu'il faut que les joueurs aient des rôles, les rôles là où ils sont efficaces, où ils sont bons et que ces rôles-là soient valorisés. Philippe? Oui, je pense que on a des égos à gérer. On a des égos à gérer en garçon, en N3, en N2.
Donc comme par rapport au bagage qu'ils peuvent avoir chacun, c'est parfois difficile à faire accepter des rôles. Dans le sens où, comme disait David, si on a 10 coureurs, on se met une balle dans la tête. Mais déjà, essayer d'impliquer tout le monde dans le jeu, j'essaie toujours d'avoir un maximum de systèmes de jeu où tout le monde peut avoir à un moment donné sa chance, ou à un moment donné où sur chaque poste il y a un joueur qui peut briller. Mais la mise en valeur de joueurs qui font le travail de l'ombre, c'est important, mais c'est difficilement entendable, surtout pour des joueurs qui sont proches de la trentaine, ou voire plus dépassés. Tout le monde veut briller, tout le monde est attiré par ce qui se voit dans les stats, alors que le travail de l'ombre, on le voit très très peu dans les stats. C'est très compliqué à le montrer. Alors c'est vrai que le valoriser, c'est une chose. Maintenant, le faire comprendre aux joueurs, c'est pas pareil. Alors, je sais que moi j'ai 3 moments dans la saison où j'essaie de revenir sur les rôles de chacun. Il y a le début de la saison, bien sûr. Je fais un rappel souvent par écrit, par mail ou quoi, parce que bon, on a très peu de temps, hein, déjà avec nos 2 entraînements, et en plus mes joueurs, ils ont 45 minutes de temps de trajet pour pouvoir aller s'entraîner, donc c'est difficile à chaque fois de se réunir. Donc je travaille beaucoup par mail ou par texto ou quoi, ou par téléphone, faire passer des messages. Ça m'est même arrivé de mettre sur un petit post-it sur les patères des vestiaires, tu sais, là où ils mettent leur maillot, leur mission du jour, ou leur mission, ce que j'attendais d'eux. Voilà, mais c'est pas toujours bien accepté. Les joueurs se voient parfois différents de ce qu'ils sont, ou différents de ce que nous on voudrait qu'ils soient. Donc ça reste la problématique pour moi de ces divisions-là. Hervé ? Moi, je vais répondre surtout par rapport au niveau où j'entraîne. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait adaptable au niveau intermédiaire, mais l'une des priorités que j'ai, c'est d'installer une hiérarchie, même au moment du recrutement. Au moment où je recrute un joueur, je le recrute avec la hiérarchie. Elle s'opère autour de 3 colonnes. La colonne je vais dire l'épine dorsale, la colonne vertébrale de l'équipe. Et en général, il y a 3 joueurs. Il y a le meneur de jeu, ou un meneur de jeu, un joueur extérieur, un intérieur. Ce sont un peu les joueurs stars. Quand je dis les joueurs stars, c'est les joueurs qui sont capables de prendre des responsabilités importantes, en particulier dans les moments chauds, et avec un maximum de réussite. C'est plutôt des joueurs offensifs au départ. Donc ça, c'est ma colonne vertébrale. La deuxième colonne, ce sont des joueurs qui peuvent amener une plus-value à l'équipe. Tout à l'heure, on faisait référence à Flo Pietrus, un gars qui est capable de mettre de la dureté en défense, un gars qui a des qualités de shoot à 3 points. Quand j'étais à Valenciennes, j'avais une joueuse qui s'appelle Laurie Cohn, qui était une excellente joueuse à 3 points. Je me souviens de quelques équipes qui font zone. Vous êtes embêté sur la zone, vous faites rentrer cette joueuse-là et vous mettez 4 paniers à 3 points sur 5. Et hop, le creux, le trou est fait. Hop, vous pouvez la ressortir s'il repasse au Mahom. Voilà, elle avait une mission, c'était de défendre. Enfin, vous pouvez avoir une joueuse qui peut avoir la mission de défendre, d'être présent dans le rebond, d'être présent dans le shoot à 3 points. Enfin, des joueurs ou des joueuses de mission. Et la troisième colonne, ce serait des joueurs que moi j'appelle des prospects. On ne peut pas avoir dans la même équipe, je veux dire même à mon niveau, 10 joueurs professionnels qui auraient la volonté tous de jouer 40 minutes, de tous marquer 20 points, de tous avoir tous le dernier ballon pour marquer le panier. Si vous avez ça, c'est sûr que là vous vous arrachez les cheveux. Et donc l'idée, c'est justement que là il y ait une colonne qui soit des joueurs qui vont être là pour apprendre leur métier, qui vont être là pour progresser, apprendre au contact, ce que fait très bien le hand, y compris en équipe nationale. Il y a un peu le big brother dans l'équipe de chaque joueur. Il n'y a que des pairs, il y a le meneur titulaire, et puis j'imagine au basket qu'il y aura un meneur titulaire, et puis il y a un meneur remplaçant, le backup, qui va être là pour apprendre, pour être au contact, alors avec des missions différentes, avec des qualités différentes, et la colonne du milieu, par exemple, dans les plus-values, vous devez avoir des joueurs qui justement compensent les faiblesses de votre colonne vertébrale. Moi j'ai eu un joueur par exemple qui s'appelle Philippe Da Silva, qui était meneur de jeu avec moi à Caen. Philippe est un excellent passeur et un excellent meneur de jeu. Par contre,
c'était pas la star défensive de l'équipe. Il était malin, il était grand, mais j'avais un backup qui était un joueur qui était plutôt petit, très intense défensivement, capable de défendre tout terrain. Et bien en fait, ça faisait en sorte que ces deux joueurs-là étaient complémentaires. Et en fait, le plus dangereux dans une équipe, c'est de faire en sorte que c'est quand on a des joueurs qui deviennent quelque part adversaires dans la même équipe, qui soient concurrentiels. Ils se concurrencent, je suis en train d'essayer de gratter ton temps de jeu et je deviens concurrent de toi. Alors qu'il faut chercher à faire en sorte que les joueurs soient complémentaires. Et quand je te remplace, eh ben moi, je vais amener autre chose. Je vais pas faire du Philippe Da Silva quand je remplace Philippe Da Silva. Je vais faire autre chose, je vais apporter autre chose de manière à faire en sorte que l'équipe, à chaque rotation, garde un niveau élevé de performance. Et je pense que cette hiérarchie, c'est ce qui permet justement d'avoir d'abord des équipes qui vivent bien ensemble, à condition que les joueurs acceptent leur rôle. Ça fonctionne bien si vous avez prévenu les gens en amont. Alors, dans le monde professionnel, si vous prévenez les joueurs avant de les avoir signés, que de toute façon, si je te fais venir, c'est pour être dans la colonne des plus-values ou dans la colonne des prospects ou la colonne des colonnes vertébrales, c'est évident que quand vous recrutez quelqu'un pour être dans la colonne vertébrale, tout le monde va accepter. Quand vous recrutez quelqu'un pour être dans la colonne des plus-values, c'est peut-être un peu plus difficile. Quand je vais recruter un joueur du centre de formation de Blois, où le joueur il est un joueur majeur aujourd'hui, et je lui dis tu vas venir jouer en National 1, par contre, toi, ton rôle, ça va être d'apprendre encore ton métier au contact des grands et tu vas être dans la colonne des prospects. Peut-être que le jeune, il aura une volonté justement d'avoir déjà une volonté d'avoir un gros temps de jeu. Voilà, c'est ce qu'il faut être capable de faire comprendre ou alors de dire on n'est pas prêt pour s'entendre ou on n'est pas fait pour s'entendre pour le moment. Et ça ne veut pas dire que le joueur est bon ou pas bon, c'est que dans ma logique, je pense que c'est important d'être plutôt complémentaire que adversaire dans l'équipe. D'accord, merci pour cette analyse. Nous avons Franck Salière qui nous pose un commentaire et une question. Le commentaire, il faut valoriser tous les rôles. Chacun dit comprendre l'importance de sa fonction, regarde ses compétences. Donc c'est ce que nous avons dit, ce que vous avez dit pendant ces petits moments. Et maintenant sa question, pratiquez-vous l'entretien individuel avec chacun de vos joueurs pour valider son acceptation et le ressenti de son rôle dans la team? David? Oui. Clairement, oui, avec l'entretien, avec des images vidéo, avec des exemples même par rapport au niveau professionnel pour les jeunes de formation. Oui, beaucoup dans l'échange, formel, informel, tout le temps dans l'échange avec les joueurs. Pierre? Oui, alors moi en étant sur des jeunes, il y a aussi avec l'entourage, c'est-à-dire parents. Alors j'imagine que sur les niveaux intermédiaires, vous avez quand même aussi, j'ai eu une époque où je coachais de la N3 où il y avait quand même des parents qui accompagnaient. C'est vrai que j'essayais de faire beaucoup de pédagogie de manière à ce que les gens qui entourent des fois les joueurs puissent aussi être accompagnés. J'imagine qu'Hervé peut aussi parfois le faire avec les agents. Mais l'idée, c'est vraiment d'expliquer ce qu'on attend du joueur et de façon récurrente. On parlait des stats, alors c'est toujours le danger les stats. Moi j'ai une stat que j'aime bien, c'est l'efficience. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me prend les stats pendant mes matchs et on essaye de regarder un peu l'efficience du joueur quand il est sur le terrain. Alors j'ai déjà eu des joueurs qui avaient un véritable impact en mettant entre 0 et 4 points par match. Et c'est quelque chose qu'on essaye de valoriser pour faire comprendre aux jeunes justement quelle importance ils peuvent avoir sur le terrain sans forcément chercher à mettre des points. Mais ouais, bien sûr, le fait d'informer, beaucoup de pédagogie au fait, échanger beaucoup avec les joueurs de manière à ce qu'ils comprennent quel est l'intérêt qu'on a de les avoir dans l'équipe. David, Franck te dit bonjour. Il t'a qualifié de tuteur de formation. Tuteur de formation, d'accord. Voilà, donc il te passe bonjour. Tu leur envoies un bonjour de ma part. Pas de souci. Franck, j'espère que tu as entendu David. Philippe, toi, par rapport à la question de Franck, une réponse à apporter? Oui, alors c'est toujours la même chose. J'en revenais tout à l'heure. Il y a les entretiens individuels. Trouver le temps pour pouvoir les faire, c'est toujours pareil avec 2 entraînements. Donc c'est pour ça que je me sers beaucoup des mails et du téléphone. Sinon, ça va être aussi un petit peu avant l'entraînement. Maintenant, pas tout le monde l'accepte. Autant il est super important, nécessaire chez les jeunes, autant chez les moins jeunes, comme on est toujours sur une relation d'ego, certains acceptent plus facilement les remarques que d'autres, certains acceptent les rôles qu'on leur donne, d'autres ne les acceptent pas. Donc au bout d'un moment, on peut être amené aussi à éviter
d'en faire avec certains pour éviter les conflits. Parce que, comme disait Hervé tout à l'heure, le plus important, c'est de pouvoir avoir gérer son groupe. C'est un peu les assiettes chinoises, quoi. Hein, donc, quand tu as peu de temps, il faut pouvoir être efficient le plus possible. Et donc, on fait pas mal d'impasses et on fait aussi pas mal de concessions. Donc, voilà, oui, les entretiens individuels, ça reste nécessaire. Mais en tout cas, voilà, avec 2 séances, moi, elles sont plutôt par mail ou par téléphone. Ok, Hervé, toi tu as le temps du coup de prendre tous tes joueurs individuellement? Oui, et je pense que juste pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça va aller dans le même sens des entretiens, c'est que dans une équipe, il y a des gens plus importants que d'autres, mais en même temps, tout le monde est important. Et à partir du moment où on a réussi à faire comprendre ça à tout le monde, et ben on avance un peu plus vite ou un peu plus loin quand on est ensemble. Et c'est pour ça que tous les entretiens, ils doivent être faits non pas simplement qu'avec les meilleurs joueurs, mais avec tout le monde, parce que tout le monde est important et tout le monde a besoin d'avoir de l'attention du coach. Et c'est comme ça que la confiance va être réciproque et qu'on va pouvoir avoir un mode de fonctionnement intéressant. Donc oui, les entretiens, quand vous avez des joueurs professionnels, c'est beaucoup plus facile que 2 fois ou 3 fois, quand on s'entraîne 2 ou 3 fois dans la semaine. Moi, les joueurs arrivent une demi-heure, 3/4 d'heure avant les entraînements. Là, c'est facile d'intervenir. Ils ont ou leur routine d'entraînement, ou on peut leur demander de venir avant pour les voir, pour leur montrer des séquences vidéo, pour discuter, simplement pour les mettre dans une logique positive si le joueur n'est pas forcément en réussite. Donc oui, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment. Je crois que c'est encore un peu plus important avec les filles. Pierre, tu voulais rebondir? Ouais, simplement dire que ces temps d'échange, ils sont pas forcément formalisés, ils sont pas forcément sur des temps formels. Si tu arrives en permanence à être à la fin d'une situation, pendant que les joueurs vont boire, entre être capable d'avoir un temps d'échange, etc. Moi, j'ai collaboré avec Jean-Sébastien Chardon là pendant 2 ans sur la N1 à Saint-Vallier, mais il fallait voir le travail qu'il entreprenait avec les joueurs en permanence, d'être dans l'échange. Et quand en entretien en fin d'année, il y avait le joueur qui était capable j'ai l'impression de l'entendre parler lui, c'est-à-dire qu'il avait tellement échangé avec son meneur de jeu que lors de l'entretien final, c'était impressionnant encore une fois d'entendre les mots de Jean-Sébastien dans la voix du meneur de jeu, parce qu'il y avait eu cet échange permanent tout au long de la saison, pas qu'avec lui d'ailleurs, là c'est qu'un exemple, mais encore une fois entre 2 situations, sur un ballon mort pendant qu'on va chercher la balle, être capable de débriefer, de valoriser, de ci, de ça. Je pense que cet échange-là, cette pédagogie, c'est le mot que j'utilisais tout à l'heure, ça peut être vraiment quelque chose de continu. Merci Pierre. Parlons-en, justement, on parlait de relations avec vos joueurs. Quel type de relations vous entretenez justement avec vos joueurs? C'est plutôt des relations professionnelles, plutôt de confiance, plutôt cordiales, voilà, on est coach-joueur, ou est-ce que c'est plutôt une relation justement dans la pédagogie, être pas copain, mais se rapprocher du joueur de manière à ce qu'il essaye de donner le maximum pour soi? Pas pour vous du coup. David? Il y a un peu, je pense qu'un entraîneur, il y a un peu de tout. Il y a différentes postures à prendre. Des fois, il faut se mettre en face du joueur. Des fois, il faut se mettre à côté. Des fois, il faut se mettre derrière, le pousser. Il y a un peu de tout. Après, je pense qu'il y a des moments terrain. Il y a des moments hors terrain. Je pense que pour moi, tout est une question d'équilibre. Que ce soit dans le jeu ou dans les relations avec les joueurs. Voilà, il y a une question d'équilibre à avoir. Et je l'ai cité, mais je vais leur dire, j'aime bien cette image. Voilà, des fois, il faut être en face. Il faut se mettre face au joueur puis des fois, il faut être derrière parce qu'il faut le pousser et tout, et il faut avoir un autre discours. Et des fois, il faut être à côté. Et je pense qu'après, derrière chaque joueur, il y a un homme et chaque homme est différent. Il y a des joueurs qui vont avoir besoin, quand on va apprendre à les connaître et tout, il y a des joueurs qu'il va falloir secouer. Moi, j'ai connu des joueurs, il fallait les pourrir pour qu'ils réagissent et derrière, ils étaient énormes. Et il y en a d'autres, t'élevais à peine la voix, tu savais que tu les avais perdus. Donc ça, c'est le management, ça s'appelle, et je pense que le management, il s'adapte à chaque individu, et à force de prendre le temps de connaître l'homme, je pense qu'on peut mieux adapter son management à ses joueurs. Merci David. Hervé? Non, tout à fait. Tout le monde est différent, et c'est pas simple de faire accepter à quelqu'un ou à un groupe que avec Pierre, je vais intervenir d'une certaine façon, avec Jacques, je vais intervenir d'une autre façon. À plus forte raison, les garçons, ça va à peu près. Quand vous avez un groupe de filles, c'est encore plus difficile, parce que les filles ont besoin que vous soyez hyper juste
et elles ont du mal à comprendre. Moi, j'ai eu souvent des problèmes avec des groupes féminins où elles ne comprenaient pas que j'intervenais différemment avec telle ou telle joueuse, parce que de toute façon, je savais que j'allais en perdre une si j'élevais la voix, quoi, par exemple. Je me souviens, j'ai passé 3 mois à l'université de Milwaukee là, avec Mike Dean, où Mike il s'occupait d'équipe de garçons, et il était très dur avec les garçons. Et pendant 3 mois, j'ai été un peu formaté à la Mike Dean. Et je suis rentré en France, je m'occupais de l'équipe de Rennes qui était en Ligue féminine, mais je fonctionnais comme avec Mike, sauf que je les faisais trembler dans le vestiaire. Et quand vous êtes en train de trembler et que vous rentrez sur le terrain, ça produit l'effet inverse que vous avez envie, ça ne vous motive pas, vous êtes en train d'avoir peur. Donc il faut vraiment être très juste, bien connaître les joueurs que vous entraînez pour avoir la réponse adéquate. Alors, et encore une fois, ça ne va pas être une réponse identique du début à la fin de la saison. Il y a des joueurs, à un moment, vous obtenez exactement ce que vous voulez, vous allez être à côté du joueur, comme disait David tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres moments, le joueur, il va peut-être en profiter un petit peu, et il va falloir que vous soyez derrière ou que vous soyez face à lui pour lui dire, attends, c'est plus tout à fait ce que j'attends de toi, il va falloir que tu te remettes à bosser, en fait. Donc, ouais, c'est une posture qui est variable, et qui nécessite énormément de temps pour bien connaître les personnes avec qui vous travaillez, tout simplement. C'est ce qu'on appelle du management. Ouais. Philippe, un complément par rapport à cette réponse, Oui, je pense que l'individualisation du management est importante. On n'est plus comme autrefois où on avait un groupe et on parlait au groupe de la même manière. On sait très bien qu'on a des joueurs si on leur crie dessus, on les enterre. D'autres, s'ils ont besoin de coups de pied au cul, d'autres ont besoin d'encouragement, d'autres ont besoin de se faire crier dessus, puis derrière d'être caressés. Donc voilà, c'est vrai, comme dit Hervé, c'est pas toujours accepté de la même manière par chaque joueur en fin de compte, parce que souvent j'entends des joueurs dire ouais, pourquoi lui on lui laisse faire ça alors que moi je me fais tout le temps engueuler, ou des trucs comme ça. Et ils sont pas conscients en fin de compte de tout ce que travaille le coach et de tout quoi il réfléchit quand il construit vraiment et c'est pas toujours facile de pouvoir gérer à la fois des anciens joueurs avec un passé important et des jeunes joueurs qui débutent. Des jeunes joueurs qui débutent acceptent d'être remis en question et de se battre sur le terrain et de se mettre le cul par terre à chaque entraînement. C'est plus dur pour les joueurs d'expérience, mais en tout cas, la manière de parler à ces joueurs-là, elle doit être différente. On ne peut pas parler de la même manière à chaque joueur, c'est pas possible. Pierre ? Le contre-exemple par rapport à ça, c'était Popovic qui disait qu'il remerciait Tim Duncan parce qu'il le laissait le pourrir, et que tous les autres joueurs dans le vestiaire, ils disaient waouh, s'ils parlent comme ça à Tim Duncan, ils vont. Et moi, j'ai plutôt intérêt à me tenir à carreau, mais là, je pense qu'on est sur l'exemple ultime et l'exemple extrême. Mais ouais, de manière générale, chaque joueur, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les histoires de statut, forcément, vous avez une relation qui est différente avec vos tauliers qu'avec vos rookies. Pour compléter ce que disaient David et Hervé tout à l'heure, je dirais faut connaître ses joueurs, c'est sûr, mais il faut aussi se connaître soi-même. C'est-à-dire que j'ai parfois essayé, moi, de faire un peu, quand j'étais jeune coach, de faire un peu du mimétisme par rapport à ce que je voyais sur les coachs référents qui étaient un peu autour de nous, les images qu'on voit parfois à la télé de coachs qui sont plutôt virulents, plutôt énervés contre les joueurs, les arbitres, tout le monde. Et je crois que si vous n'êtes pas vous-même, de toute façon, il y a un moment où vous ne serez pas cohérent dans votre management, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde tout au long de l'année, et c'est là que vous risquez de perdre un peu vos joueurs. Je pense que en étant soi-même, on va avoir une approche qu'on va moduler, certes, par rapport à la situation, par rapport aux joueurs qu'on aura en face de nous, mais malgré tout, qui sera cohérente tout au long de la saison, tout au long du cycle, si on est sur plusieurs années avec un même groupe. Et du coup, les joueurs savent à peu près à quoi s'en tenir quand vous êtes en colère. Ils savent que là, il faut faire attention parce que ils ont dépassé les limites. Quand vous êtes bienveillant, ils savent que c'est aussi constructif, etc. Mais voilà, j'accorde. L'idée, c'est vraiment de savoir quel type de coach on est pour être capable ensuite d'interagir correctement avec son groupe. Merci Pierre. Nous avons 2 questions et une remarque. On va commencer par la question de Didier. Quelle importance apportez-vous dans l'approche de vos séances au match précédent? Et la même chose pour le match suivant. On a une question de Maxence. Salut à tous. Est-ce qu'un prépa mental ne serait pas une solution parfois? Ou en tout cas un complément nécessaire au coach? Parce qu'il nous dit que justement dans le basket aujourd'hui, ce n'est pas très répandu.
On commence avec Didier. Hervé, tu veux apporter une réponse à Didier? Tout dépend enfin, je crois que c'est Philippe qui disait tout à l'heure, en fonction du temps qu'on a, est-ce qu'il ne faut pas être le plus fort possible sur son collectif ou est-ce qu'il faut essayer de penser à l'adversaire? J'aurais tendance à penser que à 80%, il faut penser à soi et à 20%, on peut penser à l'adversaire. Quand je vais dire à l'adversaire, c'est au manque qu'on a pu avoir sur le match précédent. Je vais dire n'importe quoi, l'adversaire a fait le choix de passer dessous sur un écran porteur. Eh bien, peut-être faire un peu plus de renforcement sur notre fond de jeu. Tiens, quand un adversaire fait tel type de défense, comment on peut s'améliorer dans la relation à deux, mais sur le jeu aussi autour du pick and roll. Voilà, mais j'aurais tendance à dire que sur des divisions intermédiaires, c'est plutôt penser à soi que penser à l'adversaire. Philippe? Oui, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans très peu de temps. Le 80-20 dont parle Hervé, je suis d'accord avec lui. Voir ce qui n'a pas fonctionné sur son match précédent et faire une petite partie d'entraînement du mardi dessus pour se dire bon ben voilà, il faut qu'on se perfectionne là-dessus parce qu'on c'est pas la première fois qu'on est mauvais là-dessus. Et éventuellement le jeudi pour préparer le match, on sait qu'on n'arrêtera pas l'adversaire, mais on sait peut-être que l'adversaire a un ou deux points forts qu'on pourra peut-être gêner et peut-être bosser un petit peu là-dessus. Mais je sais que par expérience, à chaque fois que j'ai essayé de bosser sur quelque chose de très précis sur un adversaire, souvent on s'est planté quoi, ou alors on le faisait pas. Donc c'est vrai que c'est toujours cette histoire de choix qu'on va vous reprocher en fin de compte. Le seul qui fait des choix, ça va être le coach. Et puis ben, si ça marche, super, mais c'est les joueurs qui ont gagné. Si ça marche pas, eh ben, le coach a fait le mauvais choix et c'est le coach qui a perdu. Donc voilà, quand on s'entraîne très peu, ben, il faut faire ces impasses-là. Et puis ben, parfois ça marche pas. David, je te laisse répondre à la question de Maxence par rapport au préparateur mental. Moi, je le rejoins totalement et c'est quelque chose que personnellement j'essaie de mettre en place dans les différents centres de formation que je suis passé récemment. Je pense que l'aspect mental, il est très, très, très important chez le sportif et moi, personnellement, je crois beaucoup dans l'aspect staff et de dire qu'à un moment donné, un staff, ça doit être composé de personnes avec des qualités différentes et que même si on est coach, on doit être capable de dire, ben là, je suis capable, j'ai des compétences, mais c'est pas ma spécificité particulière. Et moi, mon objectif, c'est de proposer la meilleure formule possible à mes joueurs. Et si à un moment donné, je peux être accompagné et aidé avec quelqu'un qui est vraiment compétent et archi compétent là-dedans et qui peut apporter une plus-value à mes joueurs, je trouve que c'est une ressource très très intéressante. Donc effectivement, après, ça a un coût et quand on va toquer à la porte des dirigeants, c'est pas toujours évident à entendre et là, si on reste dans le sujet des divisions intermédiaires, ça me semble difficile d'aller demander à un préparateur mental en plus. Mais forcément, pour moi, toute ressource supplémentaire, c'est une plus-value. Pierre, par rapport au prépa mental? Ouais, on avait quelqu'un qui intervenait aussi cette année, ouais. Ouais, c'est intéressant, bien évidemment, c'est une plus-value. Après, exactement ce que disait David, hein, c'est-à-dire quels sont les moyens qu'on peut mettre et on est obligé de faire des choix, on est obligé de prioriser et du coup, est-ce que bien souvent c'est cette partie-là qui arrive, c'est la cinquième roue du carrosse, donc voilà, comment faire, je sais pas, est-ce que ça peut être intéressant d'être un peu dans ces divisions-là, hein, même si je rejoins David avec les niveaux d'expertise des uns et des autres. Dans ces divisions-là, le fait d'être multicasquette, ça peut être une force pour certains éducateurs qui arrivent sur le marché, des fois d'avoir à la fois le diplôme basket et le diplôme de prépa physique, où il y a de plus en plus de formations sur la prépa mentale qui peut être intéressante. Voilà, c'est quelque chose à pas négliger, c'est sûr, c'est sûr. On parlait de cohésion tout à l'heure, on parlait de management individualisé, on parlait de tout ça. Je pense que ce sont différentes facettes de la prépa mentale et en tout cas de l'accompagnement à apporter aux joueurs à ce niveau-là. Merci. Et donc Maxence est bien d'accord avec vous. En restant chacun à sa place, c'est fondamental. Voilà sa conclusion vis-à-vis de sa question. Parlons maintenant des relations. Vous parlez de dirigeants tout à l'heure. Quelles relations vous avez avec vos dirigeants par rapport à vos niveaux? Est-ce que c'est carte blanche? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est une relation de confiance? Ou est-ce que le dirigeant a envie de graviter autour de votre équipe, de vos recrutements ou voilà. Philippe?
Alors c'est très changeant selon les clubs où on est. Souvent on a tout le temps offert à des dirigeants bénévoles. Il y a des dirigeants qui tournent autour de l'équipe, d'autres qui sont beaucoup plus lointains. Généralement, on arrive à avoir des bonnes relations avec la personne, le dirigeant qui est autour de l'équipe, et c'est plus compliqué avec ceux qui sont un petit peu plus loin. Mais c'est un point compliqué à gérer dans ces niveaux-là, dans le sens où je suis tenté de dire le seul, en fin de compte, le seul professionnel dans ces niveaux-là, c'est l'entraîneur. Le seul qui a besoin d'un diplôme, c'est l'entraîneur. Le seul qui, parfois, il y en a en N3 ou N2, il y a des gens, c'est leur métier. Hein. C'est pas mon cas, mais j'ai pas mal de collègues, c'est leur métier. En N3 ou N2, donc en s'entraînant 2 ou 3 fois par semaine, plus avoir peut-être une équipe de jeunes derrière, je sais pas exactement. Mais donc, ce sont des relations difficiles. Le coach souvent va chercher un appui. S'il n'a pas d'assistance, s'il est seul, tout à l'heure on parlait de préparateur mental, mais généralement en N3, ben, tu n'as pas d'assistant, tu n'as pas de préparateur physique, tu n'as pas de préparateur mental, tu es tout seul, tu as tes 10 joueurs d'un côté et peut-être tes dirigeants de l'autre, tes 10 dirigeants de l'autre, et là-dedans il faut que tu puisses travailler sur tes relations entraîneur-entraîné et tes relations dirigeant-entraîneur, qui sont importantes aussi. C'est clair que quand les relations avec les dirigeants se grippent un peu, ben, c'est encore moins facile, quoi, parce que si vous n'êtes pas au top avec vos joueurs et que en plus avec les dirigeants ça va pas bien non plus, là le coach il est vraiment seul dans ces cas-là. Voilà, mais c'est vrai qu'on doit avoir des relations de confiance et ce sont des relations qui peuvent aussi s'user avec le temps et avec les objectifs de club. Hein. C'est sûr que si on a toujours le même objectif et qu'au bout d'un moment on tourne en rond, ben, les relations s'en ressentent. Hein. Mais je pense que à part des relations de confiance dans les niveaux intermédiaires, il n'y a pas d'autres relations possibles avec les dirigeants. Hervé ? Non, de la même façon que Philippe, moi j'ai eu des dirigeants très différents entre celui qui vous donne votre enveloppe et puis c'est à vous de recruter, négocier avec les agents, voilà, vous faites tout de A à Z et à partir du moment où vous rentrez dans l'enveloppe que le président vous a donnée, ben, lui il est content. Et puis vous avez des dirigeants qui sont plus acteurs, qui peuvent être à côté de vous, qui peuvent être vous donner votre liste de joueurs et c'est lui qui négocie. Ça peut être, c'est un peu différent. Ça permet surtout de partager les prises de risque. Je pense surtout au recrutement féminin où il y a peu de joueuses de bon niveau. Quand vous êtes dans une équipe de ligue féminine, il y a peu de joueuses que vous avez envie de recruter. Et vous savez que si vous ne recrutez pas une de ces 3 joueuses-là, il va falloir aller chercher une joueuse qui de toute façon sera un peu moins forte. Et donc vous prenez des risques à certains moments. Quand vous êtes tout seul, c'est une lourde responsabilité. Quand vous la partagez avec des dirigeants, ça permet de prendre le risque à 2 ou de ne pas prendre le risque et de rallonger s'il faut rallonger pour essayer de récupérer la joueuse absolument que vous voulez avoir. Voilà, donc c'est un peu différent. Je parle du recrutement, mais il n'y a pas que le recrutement, c'est la gestion aussi au quotidien. Vous avez des dirigeants qui vous font confiance et qui vous laissent, ou confiance, je ne sais pas, mais qui sont peu interventionnistes, et d'autres qui interviennent très rapidement dans le vestiaire ou qui essayent d'intervenir dans le vestiaire à la moindre erreur ou défaite. Voilà, je pense que le plus important, c'est de mettre les règles en place avant de commencer avec les dirigeants pour que qu'il y ait victoire ou qu'il y ait défaite, eh ben, que le mode de fonctionnement il ne fonctionne, enfin, il ne change pas quoi, en fait, et que s'il y a une intervention au-dessus du coach, c'est parce que justement ça c'est important, et je pense que dans la hiérarchie il est important que il y ait des strates différentes et que par exemple quand vous avez un assistant, si vous avez un problème avec un joueur, l'assistant, il va peut-être d'abord en parler avec le joueur. Et puis, si ça passe pas, ça ne suffit pas avec l'assistant, ça va passer au coach. Et peut-être qu'il y aura un autre directeur sportif avant de passer au président. Et quand ça arrive au président,
c'est vraiment le dernier niveau. Et là, il faut être un petit peu vigilant. Je pense que c'est un mode de fonctionnement qui peut être intéressant aussi. Alors, quand on est tout seul, comme le dit Philippe, eh ben, on est obligé justement de faire un petit peu tout. Et de temps en temps, ça fait en sorte de créer des clashs qui n'auraient peut-être pas existé s'il y avait eu des strates d'intervention avant, quoi. Alors justement, par rapport à ce que tu viens de dire, Hervé, Jean-Claude Coste, qui on salue, vient de nous poser une question sur qui peut ou pas accéder au vestiaire. Qui est-ce que tu autorises, toi, Hervé, d'aller au vestiaire? Moi, j'ai le général manager qui est avec moi, mais il y est depuis le début, quoi. C'est le coach, les assistants, et puis le GM et le staff médical, et point barre, quoi. Voilà. Et ça, c'est avant le début du match, à la mi-temps, et à la fin du match. J'ai rarement eu le président à venir. Je pense que à chaud, de toute façon, c'est pas forcément les bons moments. Je préfère que si les dirigeants ont quelque chose à dire, qu'ils viennent le dire à froid et à un début d'entraînement, par exemple. David? Bon, tout a été dit. Je pense que c'est ça. Il faut qu'il y ait un cadre qui soit posé au début, comme avec les joueurs, voir à quel moment on doit rester au groupe, le groupe avec le staff, et quel moment les dirigeants, parce que c'est normal aussi que les dirigeants aient à un moment donné envie de s'investir dans l'équipe. Il faut trouver le juste milieu, et je pense que aussi c'est pour ça que maintenant il y a une fonction qui se développe de plus en plus, c'est celle de manager général, et c'est pour mettre quelqu'un entre le staff et la présidence, mettre un relais. Ça fait de plus en plus dans les clubs. Donc voilà, je pense que si tout est clair entre les personnes, derrière, si c'est clair au départ, c'est échangé, c'est validé, il n'y a pas de raison, il y a pas de raison, je dis c'est facile, hein, mais qui est derrière de faux pas ou de mauvaises interprétations. Pierre, quelque chose à ajouter? Non, ouais, non, je pense que la difficulté, c'est que bien souvent, comme disait Philippe, on est des techniciens, certains sont salariés, et en face de nous, on a des gens qui sont parfois, et bien souvent bénévoles, ils dirigent ou ils donnent de leur temps pour leur club sur leur temps libre, sur leur temps bénévole, et donc forcément, ils font pas ça pour avoir forcément des problèmes ou rencontrer des difficultés. Je pense que le cadre est important en effet, et puis encore une fois, la pédagogie, être capable d'entretenir un dialogue, échanger sur ce qui se passe quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien, mais mettre dans l'échange le plus possible de manière à ce que les gens comprennent ce qui se passe, et soient capables comment dire, d'avoir un regard sur ce qui arrive à votre équipe, et à partir du moment où ils se sentent impliqués et qu'ils comprennent ce qui arrive sur le terrain. C'est quelque chose d'important. Je crois que souvent, quand je fais de la formation de cadre sur des jeunes entraîneurs, ils ont souvent tendance à chercher à mettre, que ce soit les parents, les dirigeants qui sont pas techniciens, un peu à les renvoyer dans leur 22 en disant c'est pas votre domaine, vous me laissez faire. Et je pense que c'est une erreur. Si vous avez la capacité de créer ce lien et ce fil continu entre les dirigeants et vous, ça vous permet, à mon avis, sans rentrer trop loin dans le détail, en fonction de la compétence de la personne que vous avez en face de vous. Mais malgré tout, ça peut permettre de simplifier les choses quand les choses deviendront un peu plus compliquées. Philippe, qui est-ce que tu laisses accéder au vestiaire? De temps en temps, j'ai mon président qui vient écouter le briefing de début de match, mais c'est relativement rare. Et par contre, il vient de dire toujours un mot le mardi suivant après le match. Il dit généralement, il dit ce qu'il pense, quoi, par rapport à ce qu'il a vu, ou par rapport, s'il n'est pas content, il le dit, quoi, il le verbalise. Voilà, non, mais j'ai pas trop d'interférences dans le vestiaire vis-à-vis de ça, quoi. D'accord. Passons à la question suivante qui devrait tous nous intéresser. Est-ce que pour vous, le coach de l'équipe réserve a une obligation d'être assistant sur l'équipe première? Est-ce qu'il y a une corrélation ou plutôt un travail partagé, ou alors rien du tout? David? Une obligation, je trouve que c'est un mot fort, parce que je pense qu'on peut jamais obliger quelqu'un, parce que si déjà quelqu'un vient à reculons, c'est compliqué. Après, tout dépend toujours des divisions. Là, je parle dans mon cas, pour le centre de formation pro, ça me paraît une évidence, parce qu'un centre de formation, il doit bosser pour l'équipe professionnelle et c'est les joueurs pour les pros, donc il faut qu'il y ait de la cohérence et qu'il y ait du lien et du lien.
Après, si on prend un club où il y a je reviens toujours à mes bandes de potes, une N2 qui joue la montée en N1 et l'équipe en région, c'est juste une bande de potes avec un autre pote qui coach et ils sont juste là pour boire des binous à la fin de l'entraînement. Est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Je ne sais pas. Donc, je pense que c'est toujours une histoire de contexte, mais c'est vrai que je pense plus on monte vers le niveau pro, notamment centre de formation et pro, c'est une évidence. Et je pense qu'il y a beaucoup quand il n'y en a pas, il y a beaucoup de jeunes au milieu de centres de formation qui vont tendre vers le niveau professionnel, qui subissent un peu des fois ces guerres soit de personnes, soit de structures. Je pense à beaucoup de centres de formation qui sont gérés par le secteur amateur et les professionnels est géré par la structure professionnelle. Des fois, il y a des conflits de personnes, d'ego, et au milieu, c'est les jeunes joueurs qui trinquent. Donc, j'ai englobé le truc par rapport à la question initiale sur l'assistant, mais je trouve que c'est toujours mieux partout pour tout le monde quand il y a du lien et du lien. Pierre, tu partages cet avis? Ouais, tout à fait, à partir du moment où. Mais quels que soient les niveaux, là, si vous restez à la tête de votre équipe en étant complètement coupé du reste du quelque niveau que ce soit, la saison est longue et avec des blessures, on a systématiquement besoin d'avoir des joueurs à solliciter pour s'entraîner. Donc on a besoin à un moment d'avoir des joueurs qui ont les mêmes repères de jeu, qui ont les mêmes principes, et donc qui sont capables de venir s'entraîner n'importe quand, voire même de façon régulière. Et donc c'est toujours plus intéressant. Alors qu'il y ait une collaboration, pas forcément que le coach soit également assistant. Moi, j'ai la chance de pouvoir fonctionner comme ça sur mes U18, puisque mon assistante est aussi la coach des U17 interligne, mais qu'il y ait une collaboration, bien évidemment, que ça me paraît important. Ouais. Philippe? Oui, c'est important si ça existe, si c'est possible d'avoir. Tout va dépendre aussi du niveau de l'équipe réserve. C'est toujours pareil. Si l'équipe réserve évolue à un niveau très bas, les échanges ils vont être très peu intéressants et puis voire nuls, quoi. Hein. C'est pas. Par contre, peut-être qu'il y aura peut-être plus d'échanges avec l'entraîneur de junior, peut-être justement, si l'équipe junior avec des gamins prometteurs. Ça, voilà, tout va dépendre de où se trouve l'équipe réserve. Quand tu entraînes en National 3 ou National 2, ton équipe réserve, généralement, elle va être au mieux en prénat, au pire en département. Donc voilà, faut voir aussi ce qu'il y a chez les jeunes. Et puis dans ces niveaux intermédiaires, c'est très rare d'avoir un assistant. Donc quand il y a un assistant et pouvoir partager avec quelqu'un, c'est très important pour le coach de ne pas se sentir seul. C'est très important de pouvoir communiquer avec quelqu'un et de partager. Alors généralement, l'assistant vient apprendre. Dans ces clubs-là, généralement, l'assistant vient apprendre, il prend des notes, il participe un petit peu, il est surtout en observation. Mais quelque part, c'est important que le coach puisse avoir quelqu'un à qui parler et échanger. Enfin, moi, j'aime beaucoup échanger et transmettre. Donc, si à chaque fois, même si j'ai quelqu'un qui débute dans le basket et qui vient apprendre et qui vient juste écouter et regarder, des fois, c'est suffisant. Si en plus, après, avec son équipe qui a un niveau assez intéressant, il peut arriver à transférer certaines choses qu'il voit, c'est encore mieux pour, comme disait tout à l'heure Pierre, s'il y a des blessés, pour pouvoir faire rentrer un ou deux joueurs de temps en temps. Voilà, enfin bon, chez moi, Menton, c'est assez rare, mais en tout cas, c'est l'idéal. Hervé? Non, rien de plus à rajouter. Je partage l'idée d'avoir des contacts avec une autre équipe ou un autre coach. Je pense vraiment au travail de staff. Dans certains clubs, ça va être avec l'équipe réserve. Dans d'autres, ça va être, comme vient de le dire Philippe, avec les juniors, les moins de 20 ans, les espoirs en fonction de la structure, ou même les U18. De temps en temps, si vous avez une équipe réserve qui est trop loin dans la volonté de travailler, de progresser, il faut peut-être mieux prendre quelqu'un qui est en U18 et qui aurait un potentiel intéressant, même si le niveau même si son niveau est plus faible, si le jeune a envie de progresser, vous allez le faire évoluer. Je pense que c'est important d'avoir des relations, parce que comme l'a dit, je crois que c'est Pierre qui le disait à un moment, dans la saison, vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour compléter votre effectif, au moins à l'entraînement. Et si vous avez ces habitudes de jeu,
à certains moments, c'est plus facile de le faire. Merci, merci, merci. Dernière question. Donc on en a un petit peu parlé précédemment, notamment Hervé sur la différence entre filles et garçons dans le management. Quelles seraient pour vous les principales différences qu'il existerait entre filles et garçons au niveau du management justement? Donc Pierre, par exemple. Alors, ça fait une éternité que j'ai pas coaché des filles, donc je vais être, voilà, j'ai peur de tomber dans les clichés. Donc je pense le garçon, il y a un côté un petit peu égoïste qui va spontanément être attiré par l'agressivité et on sera plutôt obligé de réfréner et de cadrer. Là où déjà chez les filles, il y aura une volonté d'être un peu plus dans le partage et dans le jeu collectif un peu plus facilement. Ça, c'est mon regard extérieur, mais encore une fois, on est dans un bon gros cliché là, donc je laisserai plutôt la parole à ceux qui ont de l'expertise à ce niveau-là. Merci Pierre. Hervé? Par quoi commencer? En fait, quand vous entraînez des garçons, j'ai le sentiment que quelque part, après avoir fait, j'ai dû faire plus de 20 ans chez les filles. En filles, ça s'arrête pas. Vous entraînez, vous voyez qu'il y a un souci entre deux joueuses ou vous avez fini l'entraînement, que c'était pas super avec une joueuse, vous l'appelez, vous faites un entretien, ou vous envoyez un SMS, ou vous essayez de faire une réunion avec une joueuse, avec deux, parce que vous avez vu que les deux, ça allait pas ensemble. Et puis vous êtes arrivé à l'entraînement suivant. Et puis en fait, c'est tout le temps comme ça s'arrête pas. Alors qu'en garçon, j'ai le sentiment que on finit l'entraînement, bam, moi je suis en vacances jusqu'à l'entraînement suivant. Quand je dis en vacances, c'est en vacances dans ma logique, dans la recherche de régler des problèmes. Les problèmes, j'ai le sentiment qu'ils se règlent plus facilement avec les garçons, y compris ça y va sur un coup de poing, on se bat et puis 10 secondes après on rigole. En filles, ça n'exprime pas forcément les joueuses, elles gardent à l'intérieur d'elles les problèmes qu'elles peuvent avoir vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une autre joueuse. Et en fait, ça reste à l'intérieur, ça gonfle, et à certains moments, au bout d'un moment, ça finit par éclater. Et d'ailleurs, quand vous commencez à discuter à ce moment-là, c'est trop tard. Et souvent, elles ne savent plus l'origine du problème. Donc, votre rôle, il est très différent chez les filles. Vous êtes en train d'observer très vite, mais y compris le matin quand vous dites bonjour, tu dis tiens, cette fille-là, elle a quelque chose parce qu'elle m'a pas dit bonjour comme d'habitude. Alors que chez les garçons, j'ai plutôt tendance à beaucoup moins me poser de questions. Alors après, c'est un cliché, mais c'est pas la totalité. Il y a des garçons qui fonctionnent un peu plus comme les filles et des filles qui fonctionnent un peu plus comme les garçons aussi. Mais de manière générale, ce que disait Pierre était logique, était cohérent. La recherche plus de la dimension du basket, je veux dire, individuel, du 1 contre 1 chez les garçons, et le jeu collectif chez les filles, même si c'est en train de changer, parce que le développement des joueuses qu'on essaye de mettre en place va dans le sens de se rapprocher aussi du basket masculin. Voilà, mais ça n'empêche que moi j'y suis resté une vingtaine d'années chez les filles, et que à partir du moment où vous avez réussi à créer une amalgame, une alchimie dans le groupe, qui est une confiance avec le staff et l'équipe, vous allez sans doute un peu plus loin. Les garçons, le coach, il est un peu plus comme un Kleenex. Savoir que j'ai coaché des joueurs l'année dernière et j'ai eu aucun contact cette année avec eux. Alors que j'ai aujourd'hui des joueuses que j'ai coachées il y a plus de 10 ans et on s'envoie encore des messages régulièrement. Je crois que quand vous avez réussi à obtenir quelque chose d'important chez les filles, elles vous gardent en tête beaucoup plus longtemps que chez les garçons. Merci coach. David? Je rejoins à 1000% ce qu'a dit Hervé. Les mots que je peux mettre dessus, c'est que les filles, elles ont besoin d'énormément de cohésion, alors que les gars, la cohérence peut suffire. En fait, les mecs, ils vont être capables à un moment donné de dire on n'est pas les meilleurs clubs du monde, mais je sais que grâce à toi, je peux gagner quelque chose et je peux performer. Et ce qui met en avant aussi le côté un peu égoïste, c'est que toi, tu vas pouvoir m'amener à gagner un titre ou peut-être à faire un pas de plus dans ma carrière, même si on n'est pas les meilleurs potes. Et les filles, elles vont vraiment avoir besoin quand même de cette cohésion. C'est difficile de les faire résonner qu'en termes de cohérence. Et là où je rejoins totalement Hervé, c'est sur le rendu. Les filles,
en tant qu'entraîneur, elles te le rendent mieux. Moi, c'est pareil, j'ai eu la chance d'accompagner la génération Fautour, Rupert. Je les voyais 3 semaines, non, j'exagère, 4-5 semaines de prépa, plus un championnat. On a fait 2 championnats d'Europe, un championnat du monde ensemble. Et j'ai encore des nouvelles de Rupert, pardon, tout le temps dans l'échange avec elle et tout. Alors que c'est vrai que il y a des gars t'oublient facilement. C'est comme ça, voilà. C'est pas parce qu'ils t'apprécient pas, mais tu leur as fait taf, ils te remettent tout, dès qu'ils te voient et ils te checkent, tu discutes avec, mais c'est une relation qui est différente. Tandis que les filles, c'est vrai t'as l'impression que on est marqué à vie avec elles quand ça s'est bien passé. Et c'est quand même une sensation, on va pas se le cacher, qui est pas désagréable pour un entraîneur de garder du lien comme ça avec ses joueurs. Totalement. Philippe? Oui, je rejoins complètement Hervé et David. J'ai eu des équipes en N1, N2, N3, filles et pareil en garçons. Et c'est vraiment, pour moi, deux boulots complètement différents. Il me semble, pour moi, je trouve que c'est 2 fois plus difficile chez les filles. C'est 2 fois plus de boulot. Comme dit Hervé, t'arrêtes jamais. C'est un boulot de management important. Surtout dans ces divisions intermédiaires, justement. Je pense que plus le niveau monte et plus la différence ne se voit de moins en moins entre garçons et filles. Je pense que chez les pros, pro filles ou pro garçons, c'est sensiblement devenu la même chose. Par contre, dans les divisions intermédiaires, l'entraîneur il est hyper important pour les filles, alors que comme disait David, chez les garçons, ils s'en foutent pas, mais presque quoi. Alors que chez les filles, je me souviens quand tu es en période de recrutement, la première question des filles, c'est qui le coach? Alors qu'en garçon, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Ça va être le montant du chèque ou voilà, exactement. Hervé. C'est ça. Donc chez les filles, non, c'est quel est le coach et quelles sont les joueuses et avec qui je vais évoluer. Elles recherchent une ambiance de groupe, elles recherchent de la cohésion bien sûr, mais une aventure. Elles recherchent vraiment une aventure avec un groupe. Ça se rapproche beaucoup plus de l'humain. Alors évidemment, comme ça se rapproche de l'humain, c'est beaucoup plus de boulot, c'est beaucoup plus de coups de téléphone, c'est faire attention à ces mots, à ce qu'on emploie comme mots. C'est si on parle à une, il faut dire la même chose à l'autre, ou alors il faut parler à tout le monde de la même manière, de la même manière, non pas de la même manière, mais il faut parler avec tout le monde. Il faut pas en laisser une de côté parce que sinon ça va créer des ennuis. Et ensuite, c'est vrai, après la différence qu'il y a avec les mecs et les filles, c'est vrai que chez les mecs, quand ça va au clash, ça va au clash, on se met sur la gueule, ils se mettent sur la gueule. Moi, souvent, je les laisse partir, je dis mais ça va leur faire du bien. Moi, ça m'est arrivé aussi de me battre avec certains joueurs. Hein. On est venu aux mains plusieurs fois. Hein. Avec les filles, non, ça vient pas. Il y aura pas ça. Par contre, si on voit pas ce qui se passe, au bout de 3 mois, on comprend pas pourquoi on perd les matchs. Et puis à la fin de l'année, on comprend. Il s'était passé quelque chose dans le groupe et on l'a pas vu venir. Et le groupe, il a pourri de l'intérieur et tout. Voilà. Alors bon, chez les filles, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait pas de gris, c'était soit tout blanc, tout était fantastique, soit tout était noir. C'est-à-dire que si tout va bien, elles vous le rendent au centuple. C'est des moments super. Et quand ça va mal, par contre, ça va mal, vraiment mal. Donc voilà. Mais je suis content d'être passé par là aussi. Je sais pas si j'y retournerai parce que je sais pas si à mon âge j'ai encore envie de bosser autant. Pour l'anecdote, c'était à l'époque où il y avait les forfaits 8 heures, 10 heures au téléphone, tu sais. Donc je crois que je coachais Roquebrune, j'avais un forfait de 10 heures. Et quand je suis passé l'année d'après avec les garçons, je suis passé à 2 heures. Voilà. Mais c'est des très bons souvenirs. Et c'est vrai que j'ai gardé de très bons rapports avec tout le monde et souvent on s'envoie des messages, etc. Plus qu'avec les garçons, c'est vrai. Merci. Alors, nous avons 2 questions auxquelles on va essayer de répondre, on va dire en synthétisant. Une première d'Antoine. Comment allez-vous aborder la saison 2020-2021, autant sur la constitution des équipes, car déjà des clubs comme First ne repartent pas en NM1. Doit-on se baser sur le ranking ou la solidarité financière? Pardon, parce que c'est vrai. Des clubs, il va y avoir beaucoup de clubs sur le carreau. Quelqu'un veut répondre par rapport à ça? Non. Ou tout le monde joker? On est dans l'inconnu. Joker. Dans l'inconnu complet. Ok, joker pour tout le monde. Il y a une autre question de Christophe. Comment chacun des intervenants organise sur le terrain leur collaboration de leurs assistants? Pierre, par exemple? Ça dépend de l'assistant en fait, et ça dépend de la relation que je vais avoir avec lui. Alors moi j'ai connu les 2 rôles, hein. J'ai été 6 ans assistant
4 ans avec Laurent Puby et 2 ans avec Jean-Sébastien Chardon, et même d'une année sur l'autre, la relation était différente. Donc je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de règle. Encore une fois, l'idée c'est que chacun arrive à trouver sa place, à se sentir utile et à être soi-même dans le rôle qui lui est attribué et à prendre du plaisir dans ce rôle-là pour apporter à l'équipe. Voilà, moi sur le terrain, j'essaie de déléguer des tâches en étant le plus dans la, comment dire, dans impliquer la personne le plus tôt possible de manière à ce qu'elle puisse préparer ses interventions, puisse mettre en place des choses, ouais, travailler, réfléchir, et que ce soit pas du bouche-trou, tiens, je suis pas là, ou j'ai pas d'échauffement, ou j'ai pas d'idée pour ça, tu m'animes, mais vraiment être sur, voilà, respectueux du travail et de l'investissement qu'elle a, et puis être à l'écoute aussi. Le coach est la personne qui au final prendra la décision, que ce soit sur une situation de match, sur une situation de management au courant de la saison, sur une situation, sur une analyse. C'est le coach qui prend la décision, mais cette décision-là, elle peut être enrichie, nourrie d'un échange avec son staff. Donc l'idée, c'est de réussir à entretenir cet échange. Et quand on n'a pas l'habitude d'avoir des assistants chaque année, c'est quelque chose qui est pas simple, hein, quand vous avez été coach pendant longtemps tout seul. Le fait d'intégrer, d'impliquer quelqu'un, c'est pas simple. Je sais pas si Hervé, tu as eu l'habitude d'avoir des assistants un peu fidèles qui t'ont suivi sur plusieurs années, mais c'est une relation qui est intéressante à construire dans le temps et à enrichir. Et encore une fois, pour les 4 années que j'avais passées avec Laurent Puby, a été des années intéressantes parce que d'une année sur l'autre, encore une fois, la relation et donc la collaboration était différente. Hervé, du coup, je te laisse répondre à la question de Pierre. Non, c'est évident que quand vous avez la chance de pouvoir travailler plusieurs années avec le même assistant, je ne vais pas dire que vous devenez un couple, mais un peu, et on se connaît parfaitement l'un et l'autre, et en fait on devient encore plus complémentaires. Alors au départ, on a plutôt tendance, pour donner un rôle, pour l'intégrer pleinement, l'assistant, on a plutôt tendance à lui donner ce qu'il préfère, ce qu'il est capable de faire, sans être trop stressé, sans être trop en train de se poser trop de questions. Et plus vous avancez dans la durée, plus vous devenez complémentaire, parce qu'il y en a un qui va travailler un peu plus sur un domaine parce que justement l'autre ne le maîtrise pas forcément, ou il n'aime pas trop ça. Ça m'est arrivé d'avoir un assistant qui était plus préparateur physique parce que c'était pas forcément ma tasse de thé, même si on est capable de le faire, mais il y a d'autres sujets qui m'accrochent plus. Et puis il y a d'autres moments où je sentais que mon assistant, il était plus tourné par exemple vers le travail individuel sur le joueur intérieur. Eh ben, je me mettais avec les extérieurs ou l'inverse. Et quand vous travaillez plusieurs années avec les mêmes personnes, vous devenez encore plus performant parce que vous devenez expert de quelque chose. Et c'est non seulement ça, c'est sur le domaine technique, mais après, il y a tout ce qui est aspect relationnel. Dans les moments de victoire, tous les assistants s'entendent bien avec leur coach, mais dans les moments de défaite, en fonction de la façon de réagir du coach, l'assistant, de temps en temps, c'est un peu le souffle douleur du coach. C'est lui qui prend la première charge ou un truc comme ça. Mais c'est aussi ces moments difficiles qui fait que la relation, elle devient encore plus importante, quoi. Moi, tout à l'heure, je parlais de mon assistant catalan. Il n'est plus avec moi cette année et c'est sans doute la personne avec qui je parle le plus souvent au téléphone aujourd'hui. Parce qu'on n'est plus ensemble, mais on est encore ensemble. Et si j'avais encore un endroit où j'ai envie d'aller avec un assistant, ce serait sans doute la première personne que j'appellerais, quoi, en fait. Parce que ça a matché très vite. C'était notre première année d'expérience. Et on a eu la chance d'avoir 2 personnes qui étaient des passionnés, qui bossaient comme des malades et qui étaient perfectionnistes. Et ça, c'est intéressant quand vous avez des qualités communes ou des gens qui se rapprochent. C'est intéressant aussi, hein. Merci, coach. Alors, nous avons quelques remarques. Franck qui dit « J'ai le sentiment que pour 2 groupes où les choses se passent bien, les filles m'ont toujours donné l'impression d'aller encore un peu plus loin. » On a Mickaël qui nous dit « Totalement d'accord, je coach des filles
et ça manque de franchise. Et leurs intérêts est de savoir quels sont le coach. Nous avons un message de Jean-Claude qui dit « Je trouve qu'il y a plus de régulation interne par l'équipe chez les filles que chez les garçons. » Et on a un compliment de Christophe qui nous dit « Bravo pour cette très intéressante visioconférence avec des intervenants de grande qualité. Je reviendrai avec plaisir. Merci. » Merci papa. Merci Christophe d'être venu alors. Donc avant de remercier nos intervenants, je vous indique qu'il y aura trois lives qui sont déjà en cours. Il y en a un pour dimanche à 17h toujours, le basket masculin, basket féminin, une réelle différence du plus jeune jusqu'au plus haut niveau. Le 22, il y aura une spéciale féminine, donc il y aura 4 intervenants féminines sur la formation du joueur. Et le 26 avril, nous aurons l'apprentissage du tir. Je vous indique également qu'il y aura une spéciale basket fauteuil avec Daniel Paquet qui est déjà passé et d'autres encadrants. Et en tout cas, je remercie nos intervenants du jour qui ont été très performants et qui ont été d'une sympathie excellente. Merci pour toutes vos questions et à très bientôt. Merci à vous tous. Merci. Merci. Bon confinement à tous.